Bonjour à toutes et tous. Je suis Christophe Morel, président du métier concessionnaire VP au CNPA, également président de groupe de distribution éponyme, donc réalisant 330 millions d'euros de chiffre d'affaires, et nous sommes 540 collaborateurs dans notre entreprise. Donc je suis ravi et heureux de vous accueillir au premier webinaire BC sur le thème du risque de la cybersécurité. Je remercie BC Motors pour cette initiative à cette période de crise sanitaire qui, effectivement, nous éloigne physiquement, ne nous permet pas de faire des réunions aussi nombreuses que voulu, en tout cas physiquement, et de pouvoir avoir des outils d'une telle qualité, tels que le webinaire d'aujourd'hui. Alors, je voulais m'adresser à vous dans un contexte, effectivement, où nous vivons une transformation radicale de la distribution et de la réparation automobile. On parle de concentration de la distribution et qui s'est, même en période Covid, ne s'est pas arrêtée, et on voit bien une accélération dans ce domaine-là. La transformation radicale de la distribution et de la réparation, c'est aussi la digitalisation du parcours client et la digitalisation du poste de travail de nos collaborateurs. On le voit bien dans cette course effrénée à l'amélioration de la productivité, pour diminuer nos coûts de fonctionnement et améliorer, bien sûr, la rentabilité de nos affaires, le credo que l'on connaît bien tous. Alors, la digitalisation de nos entreprises fait naître de nouveaux risques. Il faut donc prévoir de s'en protéger. Certains partenaires de notre profession ont récemment été frappés durement par des attaques, je dirais, des cyberattaques, c'est le nom. Donc, je pense notamment à GEFCO, qui ces derniers jours ont été, en tout cas, ont subi de graves avaries, je dirais, de fonctionnement. Donc, je suis donc très heureux d'introduire ce webinaire et le webinaire du jour, et je vous souhaite à vous tous une excellente séance. Portez-vous bien, prenons garde à nos collaborateurs et en tout cas, et bien sûr à tous ces risques, tous les risques de cybercriminalité dont il faut se garantir. Et je vous souhaite donc une excellente fin d'année. Merci à tous. Bonne journée. Merci Monsieur Morel. Donc Olivier Pantaléo. Donc déjà je vais me présenter. Donc pour ma part, je suis Olivier Pantaléo. Je suis le dirigeant de la société Almonde. Almonde est une société spécialisée en cybersécurité. Donc on compte à peu près 150 collaborateurs, donc 150 spécialistes sur cette thématique. On intervient sur tous les secteurs d'activité, donc que ce soit du grand compte, de l'ETI, de la PME. Et ce, de manière très variée sur les secteurs d'activité, parce que la cyber, comme l'évoquait Monsieur Morel, ça touche tous les secteurs d'activité et aussi le secteur d'activité de l'automobile. Donc nos métiers, on accompagne nos clients, on fait des audits de sécurité, des tests d'intrusion, donc on a une équipe de hackers. Notre job, c'est de faire du crash test, si je fais l'analogie avec l'automobile chez nos clients, enfin faire des crash tests chez nos clients. C'est d'essayer de rentrer. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que quasiment, je veux dire 9 fois et demi sur 10, on rentre, si ce n'est pas 10 fois sur 10. C'est toujours une histoire de temps et de moyens. Donc rentrer sur un système d'information, dérober de l'information, malheureusement, c'est quelque chose qui peut être assez simple et relativement aisé. Et ce, d'autant plus dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons tous depuis le mois de mars, avec le confinement, avec le télétravail. Donc, toutes les entreprises sur tous les secteurs d'activité ont massivement ouvert leur système d'information vers l'extérieur pour permettre donc aux collaborateurs des entreprises de travailler. Donc, ça s'est fait dans l'urgence. Donc, certaines fois, en contournant des bonnes pratiques en matière de sécurité. Et tout ça, c'est du pain béni pour les attaquants. Donc là, ce qui s'affiche à l'écran, c'est un panorama des attaques et en gros de l'état de la cybercriminalité au jour d'aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, ce qu'on peut voir, c'est que face à vous, on a des hackers qui sont de plus en plus efficaces. Donc c'est des mafias, c'est des bandes organisées.
ça tape du monde entier, sur des zones ou sur des continents ou des pays dans lesquels, sur lesquels il y a des très bonnes écoles, il y a des très bons ingénieurs. Donc ces mafias recrutent des personnes, les mettent derrière un ordinateur, des jeunes en général, avec un bon niveau d'études, qui payent pas très cher. Ils les mettent derrière un ordinateur et les jeunes en fait n'ont pas le sentiment de faire du mal. Et l'objectif pour eux, c'est de rançonner, c'est de faire de l'extorsion de fonds. Et donc du coup, c'est quelque chose qui croît, qui se développe, et encore d'autant plus pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure depuis la pandémie. Donc les motivations vis-à-vis de ces mafias, de cette mafia, c'est bien évidemment des motivations financières la plupart du temps, mais ça peut être aussi idéologique et stratégique. Et comme l'évoquait Monsieur Morel, les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus dépendantes vis-à-vis de leur système d'information, et donc tout ça c'est du pain béni pour les attaquants et pour ces mafias. Donc un des principaux, on va dire, un des problèmes à l'heure actuelle, c'est le ransomware. Et donc, c'est le vol d'informations et menaces de divulgation d'informations. Donc, on voit là depuis le confinement et encore plus depuis quelques semaines que ça croît fortement. Donc, beaucoup d'entreprises, mais sur vraiment tous les secteurs d'activité, se font rançonner. Donc, sur des montants de rançon, donc là, je vous ai donné quelques chiffres qui datent de 2019. Mais c'est à peu près toujours vrai, si ce n'est que on a une croissance sur les montants à 2 chiffres d'un trimestre sur l'autre. À titre d'exemple, Maz, donc qui est un rançongiciel, donc un ransomware, donc les données sont cryptées et en gros pour déchiffrer les données, il faut payer une rançon à l'attaquant. La rançon moyenne sur ce groupement et sur ce ransomware en 2019, c'était 420 000 euros. Donc, à titre d'exemple, ça c'est dans la presse, c'est pour ça qu'on se permet de remonter l'information. Sur Bouygues Construction, au mois de janvier de cette année, la demande de rançon était de 10 millions d'euros. Donc, on voit aussi que il y a d'autres rançons ou il y a d'autres ransomware qui touchent plus principalement des ETI ou des PME, où on a, par exemple, sur Dharma, une rançon moyenne de 81 825 $. Ce même ransomware sur le 3e trimestre 2020, en gros, on a une croissance, on a fait 100% de croissance. Le coût moyen d'une rançon sur Dharma, c'est plutôt 160 000 euros. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une forte recrudescence de ce type d'attaque. Les attaquants s'introduisent sur les systèmes d'information, chiffrent dans certains cas de figure les données des clients et exfiltrent aussi des données à caractère personnel. Si on prend votre métier, sur votre métier, vous avez une clientèle qui en gros se déplace dans les concessions, vous récupérez les informations propres à chaque acheteur, et donc du coup toutes ces données elles sont stockées et elles sont numérisées, et donc potentiellement vecteurs de problèmes ou d'incidents, enfin de problèmes de sécurité. Donc là, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que depuis le début de l'année, les attaques par ransomware, donc par rançongiciel, explosent. L'ANSSI vient de publier, l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, vient de publier un état des lieux. En 2019, ils avaient recensé, eux, sur des incidents de grande ampleur, 54 incidents sur toute l'année 2019. Sur le premier semestre 2020, nous sommes déjà donc à 104 attaques de ransomware, donc de grande ampleur. Ça veut pas dire qu'il y en a que 104, mais il y en a beaucoup plus que ça. On a des statistiques, nous, où sur le mois de septembre, rien que sur le mois de septembre, sur le territoire français, tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise, on est à plus de 170. Donc il y a une forte recrudescence. Il faut aussi garder à l'esprit que toutes les attaques ou tous les incidents de sécurité qui sont recensés dans la presse, qui sont rendus publics, ne représentent que 10% des incidents réels. Ça n'est que la face visible de l'iceberg. En dessous, je vous ai donné sur les 104 incidents relatifs au rançongiciel, donc qui ont été mentionnés par l'ANSSI, un certain nombre d'exemples. Et entre autres, on parle de Jeffco. Alors, Jeffco, c'est, M. Morel évoquait Jeffco. Jeffco, c'est le cas depuis ce week-end, donc on a très peu d'infos. Mais par exemple, on sait que Peugeot
Motocycle aussi, fin août a été attaqué. On a Carlson Wagonlit qui s'est fait attaquer et qui a été rançonné. La rançon était de 10 millions et a priori des informations qui circulent et des informations publiques, ils auraient payé la rançon, payé une rançon de 4,5 millions d'euros. Donc on a aussi Garmin pour les sportifs qui se sont fait rançonner et auxquels on a demandé 10 millions d'euros. Et a priori, donc, en gros, ils ont communiqué sur le fait, ce qui se laisse entendre, c'est qu'ils auraient payé. Et dans le secteur d'activité, alors proche peut-être, parce que ça doit être forcément le fournisseur de certains de vos clients dans le monde de l'automobile, mais MMA et la MAF, qui fin juillet ont été victimes d'un ransomware et qui, à la date, qui a aujourd'hui encore énormément de mal à redémarrer la totalité de ses activités. Point important aussi, en termes de risque, le risque cyber pour une entreprise fait partie du top 3 des risques. Dans la situation de pandémie, dans la situation du Covid que nous traversons tous, qui a des fortes répercussions économiques, une attaque cyber dans cette période peut être fatale à l'entreprise. Donc il faut vraiment prendre le sujet au sérieux et ça touche toutes les entreprises, quels que soient les secteurs, quelles que soient les tailles des entreprises. Donc là, on vous a donné, à titre d'information, les trois types d'attaques les plus redoutés sur l'année 2020, avec des exemples d'attaques en dessous de chaque risque. Les attaques destructrices par demande de rançon. Donc ça, on l'a évoqué juste avant sur un certain nombre d'exemples où on vous demande de payer une rançon. Certaines entreprises payent les rançons et pour certaines, malheureusement, ils ne récupèrent pas les données. Donc c'est pas parce que vous payez que vous récupérez. Donc la recommandation, c'est in fine surtout, c'est de ne pas payer. C'est hyper important parce que si vous payez une fois, ils savent que vous payez et vous êtes en capacité de payer, donc ils vont revenir. Et donc et malheureusement, les demandes de rançon vont augmenter. Les attaques par rebond, donc en provenance des fournisseurs. Donc vous travaillez tous avec des tiers, avec des prestataires, avec des fournisseurs. Vous pouvez faire les choses correctement en matière de cybersécurité sur votre système d'information, mais vous êtes aussi dépendant des tiers avec lesquels vous travaillez. Donc un tiers, un prestataire, un fournisseur essentiel qui se connecte sur votre système d'information, qui interagit avec votre système d'information, qui ne ferait pas les choses correctement en matière de cybersécurité, par rebond, s'il se fait contaminer, s'il se fait pirater, vous pouvez vous faire pirater. Donc, la cybersécurité, c'est un sujet global. Et donc, vos tiers, vos fournisseurs, s'ils interagissent avec vous, s'ils se connectent sur votre système d'information, il faut en tenir compte. Et aussi les compromissions, les attaques par phishing, donc social engineering, de hameçonnage, où en gros vous recevez des mails, vous cliquez, l'utilisateur, l'attaquant arrive par ce biais à prendre le contrôle de votre boîte de messagerie. Il va du coup s'installer dans votre messagerie, il va regarder l'ensemble de vos mails, il va regarder les fils de discussion, et il va construire un scénario et il va être en capacité d'interagir par exemple entre le poste d'un comptable et des clients où en gros ils vont changer les RIB sur les factures et se faire verser un certain nombre une certaine somme ou certains montants sur un compte qui ne sera pas le compte de votre fournisseur. Et malheureusement, vos fournisseurs, en termes de rapprochement, en termes de vérification de paiement, en général, les fournisseurs prennent toujours un peu de temps et quand on s'en rend compte, ça peut être un peu trop tard. Donc, principaux vecteurs d'attaque en 2020, ça, ce sont des constats. Sur des entreprises qui sont inférieures à 1 millier de collaborateurs et principalement celles qui sont inférieures à 100 collaborateurs, c'est la compromission sur des services d'accès distant. Et ça, c'est la vérité. Enfin, c'est d'autant plus vrai depuis le confinement et depuis la mise en place massive du télétravail. Donc, du coup, les entreprises qui font 1 millier d'utilisateurs sont principalement attaquées sur ce vecteur. Donc, il faut si vous ouvrez votre système d'information vers l'extérieur, il faut le faire de manière contrôlée. Il ne faut pas mettre en place des services type RDP qui sont des services qui
sur lesquels il y a un certain nombre de problèmes de sécurité et qui peuvent être vulnérables et donc qui peuvent être une porte d'entrée pour compromettre votre système d'information. Et pour des entreprises supérieures à un millier de collaborateurs, c'est plutôt du phishing et de l'exploitation de vulnérabilité. Pourquoi supérieur à 1000 utilisateurs? Parce qu'en général, c'est des entreprises qui ont une surface d'attaque ou tout au moins une présence sur Internet qui est beaucoup plus importante. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué pour les entreprises de tout sécuriser, d'appliquer les patchs de sécurité. Donc, la sécurité, c'est un process, c'est continu, ça vit tout le temps. Et donc, du coup, c'est très compliqué, c'est plus compliqué pour les entreprises de maintenir un bon niveau de sécurité. Donc, le sujet de la sécurité est un vrai sujet. Le sujet, pour une entreprise, pour une direction financière, donc un incident de sécurité peut avoir des conséquences catastrophiques, voire même jusqu'à l'arrêt de l'activité. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Et ce qui se dit un peu partout aujourd'hui, et d'autant plus dans le cadre du confinement et de la crise sanitaire que nous traversons, c'est que la prochaine crise numérique, elle sera cyber. Donc, parce que tout est digital, tout le monde va vers le digital, tout le monde digitalise les parcours vis-à-vis des clients, vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des fournisseurs. Et donc, tout ça, c'est du pain béni pour les attaquants. Là, je vous donne quelques retours, des retours sur quelques incidents traités. Au sein de mon entreprise, on a un centre de réponse sur incident. Donc, en gros, on aide les entreprises qui se font pirater et qui sont victimes d'incidents de sécurité. Et malheureusement, en termes de statistiques, moi, en tant que dirigeant, il n'y a quasi pas un jour où je suis pas contacté par le dirigeant d'une entreprise qui se retrouve dans une situation catastrophique. Donc là, quelques exemples avec, en gros, j'ai un impact réel sur les scénarios qui sont présentés. Donc la compromission, je l'évoquais juste avant, d'un serveur qui permet de faire de la prise de main à distance, donc pour des utilisateurs qui veulent télétravailler. Donc un serveur s'est fait compromettre, la production, elle a été impactée pendant 15 jours donc au niveau de l'entreprise. Donc ça veut dire que pendant 15 jours, quasiment toute l'activité était arrêtée. Donc, avec pour eux une incertitude sur la compromission du SI, par où ils sont rentrés par ce serveur, mais est-ce qu'ils se sont introduits sur le système d'information? Est-ce que du coup ils se sont propagés, ils se sont déplacés sur le système d'information? Est-ce qu'ils ont collecté de l'information? Il faut partir du principe que un système d'information, c'est comme une maison. Dans une maison, vous avez des portes, vous avez des fenêtres, vous avez des volets. Par contre, dans la maison, le matin, quand vous partez, vous fermez tous les extérieurs, mais vous fermez aucunement les pièces dans la maison. Un attaquant qui arrive à s'introduire dans votre système d'information, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de contrainte de temps, il n'a pas de contrainte de budget, et donc il va pouvoir se déplacer en latéral sur votre système d'information, aller collecter de l'information, passer sous les radars, ne pas être détectable ou détecté, et donc exfiltrer les données. Et à un moment donné, quand il aura bien récupéré toutes les informations, il va déclencher l'attaque. Voilà. Donc là, pour le coup, on avait une incertitude donc sur une possible compromission de tout ou partie du système d'information. Et donc il y a eu une demande de rançon et une menace de divulgation. Je vous évoquais tout à l'heure le coût moyen qui était en 2019 de 80 000 euros sur des PME, des ETI, on est plutôt à 160 000 euros. Et même si vous payez, vous n'avez aucune garantie de pouvoir recouvrir les données qui ont été chiffrées. Et s'il y a eu de l'exfiltration, et s'il y a une menace de divulgation, c'est pas parce que vous avez payé qu'ils vont pas divulguer. Donc, faut faire super attention, quoi. Un autre exemple, donc un site extranet qui utilise une application qui n'a pas été mise à jour depuis plusieurs mois. L'attaquant, il a exploité une vulnérabilité et du coup, il a pu s'introduire dans le système d'information. Donc, il a utilisé des documents dans une campagne, qu'il a récupéré dans une campagne de dénigrement de l'entreprise, donc perte de confiance des clients. Et il y a eu un rançonnage et une menace de divulgation, enfin la totale, quoi. Pareil sur, en gros, un malware qui a été installé suite à l'envoi d'un mail et un utilisateur qui n'a pas forcément fait attention, qui a cliqué, le malware il s'est installé, ça a chiffré tous les postes. La rançon, c'était 8 bitcoins, ça fait à peu près 80 000 euros. Il y a eu 30 jours d'arrêt total de la production avant reconstruction du système d'information. Donc, avec 30% des données perdues. Donc, là, vous avez un certain nombre d'exemples. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, vis-à-vis des attaquants, les concessionnaires automobiles se voient confier un éventail de renseignements personnels. Et il faut surtout pas oublier le RGPD.
parce que croyez-moi, la CNIL, elle redresse, elle contrôle, elle met des sanctions. Et les sanctions peuvent être assez conséquentes. Et ce qu'on voit dans la presse sur des sanctions qui peuvent être mises par la CNIL, comme sur les attaques, ça représente moins de 10% de la réalité, quoi. Donc, c'est-à-dire que la CNIL met énormément de sanctions. Donc voilà, vous hébergez des données à caractère personnel, des données sensibles. Donc vous digitalisez de plus en plus le système d'information, donc les processus ou tout au moins les parcours vis-à-vis de vos clients. Donc il faut faire attention. Donc là, je vous donne quelques conséquences potentielles d'un cyberincident. Donc ce qu'il faut voir, c'est que, et ça sera développé par Christophe, mais quand on subit une attaque, forcément, donc on fait appel à des tiers pour que ces tiers puissent vous aider, que ce soit des experts techniques, que ce soit des experts juridiques en fonction de la nature de l'incident de sécurité. Donc le coût d'assistance, tout ça, ça peut chiffrer, ça peut coûter très vite. Surtout que quand vous appelez à l'aide, vous appelez, vous demandez aux personnes d'intervenir tout de suite, c'est-à-dire de poser le crayon, d'arrêter de faire en gros ce qu'ils sont en train de faire pour venir vous aider. Donc ça veut dire que tout ça, ça va se monnayer de manière très chère. Donc tous les coûts d'assistance peuvent être une conséquence non négligeable en termes d'un point de vue financier ou d'un point de vue trésorerie pour l'entreprise qui est victime d'une attaque. Donc, en fonction de la nature de l'attaque, il peut y avoir aussi de la communication vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de tiers, vis-à-vis d'institutionnels. Donc, derrière, il y a tous les dommages et intérêts qui sont à verser aux tiers en cas de violation de données à caractère personnel. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, vous stockez des données à caractère personnel avec des informations qui sont critiques pour les individus qui sont vos clients. Donc, du coup, à un moment donné, il va peut-être falloir les indemniser en fonction de la nature des données que vous stockez. Donc, pareil, vous pouvez aussi subir une pénalité, une sanction de la CNIL, par exemple, du régulateur, parce que ils ont fait un contrôle suite à l'incident de sécurité, ils ont jugé que le système d'information n'avait pas été suffisamment ou correctement sécurisé. Vous n'étiez pas donné les moyens, on va dire, de mettre le bon niveau de sécurité au regard du volume de données à caractère personnel et de la nature des informations qui étaient stockées sur le système d'information d'entreprise. D'accord ? Donc des pertes financières, un arrêt total ou partiel des activités, et bien évidemment la rançon à verser si on décide ou pas de la verser. Donc ça, ce sont les conséquences potentielles. Ça peut chiffrer assez rapidement en centaines de milliers d'euros, tout ça, voire même en millions d'euros. Donc sur les statistiques juste avant, je vous ai donné quelques exemples. Donc c'était c'était Hiscox qui disait que le coût en 2019, le coût d'une cyberattaque avec un ransomware, c'était à peu près 860 000 euros. Donc voilà, ça vous donne quand même des informations et ça, encore une fois, ça touche tout le monde, toutes les entreprises. Il faut arrêter de penser qu'on est exsangue et que moi j'entends souvent, mais nous on n'est pas la NASA, on n'intéresse pas. Non, mais en face de vous, vous avez des bandes organisées, ils savent pas où ils tapent tout azimut et tout a une valeur sur Internet. Bon, là je vous ai donné un exemple d'Emotet. Emotet, c'est un scénario d'attaque qui est à la mode aujourd'hui. Grosso modo, vous allez recevoir un email. Vous allez cliquer sur la pièce jointe ou sur l'email. L'utilisateur va prendre le contrôle de votre boîte de messagerie. Il va analyser tout le flux, toutes les communications au sein de votre messagerie. Il va se servir de votre messagerie pour envoyer à des gens de votre carnet d'adresses ou à des personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de converser à des mails en reprenant des fils, des mails existants ou tout au moins des communications existantes. Et il va derrière détourner de fonds. Et ça, sur le 4e trimestre, l'ANSSI l'a encore martelé la semaine dernière, Emotet, il faut faire super attention. Il faut vraiment faire super attention. Parce que les conséquences, c'est effectivement la ransomware, c'est l'indisponibilité totale ou partielle du SI, c'est l'usurpation d'identité, c'est l'attaque aux faux fournisseurs, c'est la fuite de données. Là, c'est la totale. Et malheureusement, ça touche l'utilisateur. Et nous, ce qu'on se rend compte, c'est que le premier problème, il se situe entre l'écran et la chaise. Donc, il faut que les utilisateurs soient sensibilisés, il faut qu'ils soient attentifs. Là, je vous donne quelques exemples, on va dire, de chantiers à réaliser, à mener, justement pour essayer, tant que faire se peut, de réduire ou diminuer votre surface d'attaque
ou de limiter la compromission ou les risques en cas d'attaque. Donc, par exemple, sensibiliser vos utilisateurs, donc renforcer la sécurité des postes de travail, gérer les vulnérabilités, donc cloisonner les données qui sont sensibles sur votre système d'information, faire de réelles sauvegardes et pas des sauvegardes où en gros on fait de la synchro, donc sur en gros de la copie sur les sauvegardes. Donc la sauvegarde c'est essentiel parce que si vous êtes crypto-loqué, vous ne pourrez pas restituer ou remonter votre système d'information. Là, c'est un outil, point important, observatoire de la maturité cyber des entreprises. Ce qu'on observe, nous, c'est que de plus en plus d'organisations, que ce soit des institutionnels, ça soit des investisseurs, mettent en place, regardent le risque cyber. Et donc, il y a des outils qui se développent. Donc, nous, on en a développé un qui permet d'évaluer la maturité cyber d'une entreprise sur toute son exposition publique, c'est-à-dire sur Internet. Enfin, on va collecter, en gros, l'empreinte de l'entreprise sur Internet, donc sur des données publiques, et on va les interpréter suivant différents axes d'analyse. La surface d'attaque, la messagerie, principaux vecteurs d'attaque, le web, donc principaux vecteurs d'attaque, la gestion des vulnérabilités. Et donc, sur la base de données publiques, on est capable de dire une entreprise, un secteur d'activité, c'est mature ou c'est pas mature. Et donc, ce qu'on voit, par exemple, les assureurs utilisent de plus en plus ce type d'outils. Donc, il n'y a pas besoin de demander d'autorisation. On est sur de la collecte d'informations publiques et sur de l'interprétation d'informations publiques pour mettre en place des polices d'assurance. Christophe en parlera tout à l'heure, mais aussi des investisseurs qui ont mis de l'argent dans des entreprises et qui savent que un incident cyber, ça peut avoir un impact sur la valo de l'entreprise. Donc, du coup, voilà, ils veulent surveiller la société et sa posture en matière de cybersécurité. La CNIL, on est en train de faire un POC avec eux sur l'usage. Ils vont utiliser ce type d'outils pour pouvoir diligenter des contrôles, voir s'il y a un bon niveau de maturité. Et tout ça, l'objectif, c'est de faire grandir les entreprises. Et donc, on voit arriver des agences de notation cyber, comme on a des agences de notation financière. Et ces agences se basent sur ce type de produit. Nous, la plateforme qu'on a développée et qu'on utilise avec BC, il faut savoir qu'en base, on a plus de 15 000 entreprises. Et donc, on a des analyses sectorielles, on est capable de dire telle entreprise, elle est plus mature, ou tout au moins, elle a mis en œuvre les bonnes pratiques versus telle société. Donc, c'est un outil qui est assez factuel et qui permet de se doter, enfin, de voir comment on peut être perçu de l'extérieur. Et donc, si on est plutôt bien noté, potentiellement, l'attaquant ou les attaquants qui n'ont pas forcément ce type d'outils, mais qui font les mêmes contrôles pour voir si une cible peut être attractive ou pas, s'ils voient que c'est vert partout, ils ont un terrain de jeu qui est tellement énorme qu'ils vont passer sur une autre cible. Voilà. Donc, il faut vraiment prendre le risque cyber au sérieux dans votre secteur d'activité, quelle que soit la taille de votre entreprise. Vous manipulez les données à caractère personnel, donc c'est juste essentiel. Donc, ce que je peux vous dire, de manière très simple, on dit en général la meilleure défense c'est l'attaque. Dans le cyber, la meilleure défense c'est la défense. Donc surtout, ne surestimez pas votre informatique, vos capacités, et ne sous-estimez pas les attaquants. Quelqu'un qui veut rentrer dans votre système d'information, il rentrera. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est vous protéger contre des bandes organisées qui tapent tout azimut. Donc s'ils voient qu'il y a un bon niveau de maturité, forcément, ils changeront de cible. Donc, il faut vous préparer. Sinon, un incident cyber dans la crise, dans la pandémie que nous traversons, dans la crise sanitaire que nous traversons, ça peut être fatal à une entreprise. Voilà, j'en ai terminé. Du coup, on va faire le lien avec Christophe Madec, qui va développer toute la partie assurance, parce que la partie assurance vis-à-vis des entreprises, l'assurance cyber, et là, c'est le dirigeant qui vous parle et c'est pas le consultant, c'est quelque chose de juste essentiel. Christophe, je te passe la parole. Oui, merci Olivier. Effectivement, l'assurance cyber est un sujet nouveau en matière d'assurance, un sujet qui est en plein développement. C'est vrai que Olivier a décrit une situation qui est plutôt anxiogène. On nous reproche souvent d'être assez anxiogène sur le sujet. Croyez-moi, il n'y a rien de volontaire. C'est malheureusement la vérité. Le risque cyber, c'est un risque que nous on qualifie d'invisible et inodore. Il peut frapper à tout moment et quand il frappe, il fait généralement très mal.
même quand on pense être préparé, même quand j'entends dire aujourd'hui, on a des sauvegardes, donc pas de souci, pas de sujet. On fait appel à des prestataires extérieurs dans le cloud. En termes de sécurité, ils sont top niveau. Je reviendrai pas sur les exemples qu'a cité Olivier, mais malheureusement, des contre-exemples, il y en a. Et sans être, pour ma part, un spécialiste de la cybersécurité, je reste surpris en 2021 de voir à quel point nos systèmes d'information soit sont des passoires pour être caricatural, soit à quel point est-ce que la sécurité reste quand même, j'allais dire, un maillon faible. Bon, voilà. Donc je vais pas faire une redite de tout ce qu'a très bien présenté Olivier. Juste pour vous dire qu'en fait le risque cyber, attention, ce n'est pas qu'un risque informatique. On a tendance très souvent à faire ce raccourci. Un risque cyber, il va toucher potentiellement tous les domaines de l'entreprise. Et en termes d'impact, on a des scénarios qui peuvent être multiples et on a effectivement des problématiques qui peuvent être diverses. Un sinistre cyber, c'est susceptible d'aujourd'hui de créer des dommages matériels. On a des incendies qui peuvent être déclenchés via une attaque cyber. On a de la perte d'exploitation sans dommage, sujet ô combien d'actualité avec la crise Covid, le risque de pandémie et le débat qui a agité le marché de l'assurance et des entreprises. La perte d'exploitation sans dommage, quand on est victime d'une attaque cyber, il n'y a pas de dommage matériel. Et pour autant, il y aura des pertes d'exploitation, des conséquences sur l'activité. Donc, c'est potentiellement des préjudices à des tiers, parce que si vous êtes dans l'incapacité de répondre à vos obligations de résultats ou à vos obligations de moyens, on peut craindre qu'à un moment donné, vous ayez des tiers, des clients particuliers qui portent aux réclamations. Et évidemment, quelque chose qu'on sait un peu moins quantifié, mais qui a un vrai sujet, c'est l'atteinte à l'image et l'atteinte à la réputation de l'entreprise. Bon, quand on parle de risque cyber et d'assurance cyber, un premier point important, l'assurance cyber n'est pas simplement là pour couvrir le risque d'une attaque liée à des cyberattaquants, des hackers qui agiraient de l'extérieur. Non, c'est une vision beaucoup plus extensive. On va couvrir en fait l'ensemble des conséquences du risque informatique, c'est-à-dire les couvertures d'assurance cyber aujourd'hui, quand elles sont bien faites, je dis bien quand elles sont bien faites, parce qu'en fait le marché est tellement jeune que les offres sont plutôt assez hétérogènes. On couvre, une assurance cyber va couvrir, outre les attaques cyber qui peuvent venir de l'extérieur, mais on a tout ce qui peut être acte de malveillance d'origine interne, les erreurs de programmation, les bugs informatiques, tout ce qui est susceptible de venir perturber le bon fonctionnement des systèmes d'information et l'atteinte à la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de la donnée. Donc voilà, donc ça c'est pour être vraiment très générique. Bien, très concrètement, Olivier vous l'a dit, dès lors qu'on est victime d'une atteinte cyber, les entreprises vont être vraiment confrontées à une situation de crise. C'est une situation de crise qui va être immédiate, qui va être anxiogène. Pour quelles raisons? Il va falloir déjà comprendre quelle est la nature de l'incident. Je le rappelais tout à l'heure, c'est un risque invisible et inodore. Que se passe-t-il? Donc, les équipes informatiques vont être à pied d'œuvre pour comprendre et ensuite évaluer le niveau de compromission du SI, c'est-à-dire il ne va pas uniquement s'agir de récupérer la sauvegarde et de se dire on redémarre cet après-midi. Absolument pas. Il va falloir faire de l'investigation numérique, de voir où est-ce que les hackers ont pu, aller, de quelles informations ils ont éventuellement pu extraire ou quelles informations malveillantes ils auraient pu également laisser. On peut laisser aujourd'hui, des logiciels, des malwares qui vont permettre à un tiers de récupérer au fil de l'eau et au quotidien l'ensemble des informations ou des échanges de l'entreprise. Donc, vous imaginez si pendant des semaines ou des mois, tout ce qui constitue le savoir-faire, les secrets commerciaux de votre entreprise est tout simplement fuite sans que vous vous en rendiez compte vers l'extérieur. Donc, ce travail d'investigation numérique va être important. On constate également que lorsque l'incident survient, ce qui est extrêmement anxiogène, c'est que vous ne savez pas et vous ne saurez pas dans les premières heures si vous redémarrez dans la journée, le lendemain ou dans une semaine. Ça va dépendre de la force de l'attaque, de la nature de la compromission et de sa portée, de sa puissance, et donc de tout de ce travail d'investigation qu'il va falloir faire. Donc face à cette incertitude, c'est une incertitude pour l'ensemble de vos collaborateurs, c'est une pression sur les équipes informatiques de la part, des dirigeants au sens large du terme, qui vont mettre une pression pour que ça redémarre. Et donc voilà, c'est quelles mesures prendre, quelles mesures adapter,
Ai-je besoin de faire appel à un prestataire externe ou pas? Est-ce que c'est immédiat? Est-ce que j'attends le lendemain? Est-ce que j'ai besoin de communiquer à mes clients? Oui, non. Si on redémarre cet après-midi, évidemment non. Si on redémarre dans une semaine, on a tout intérêt à avoir identifié le sujet pour avoir cette communication-là. Et on s'aperçoit que sur cette gestion de crise, on a des sujets qui peuvent être divers et variés et qui vont nécessiter de fait que l'on vienne rechercher le support de prestataires en externe, plus ou moins qualifiés, en fonction des problématiques qu'il va falloir identifier, qualifier assez vite. Ces prestataires, c'est de l'assistance au sens large du terme, vont effectivement venir vous épauler, vous accompagner sur des sujets informatiques, mais pas que. Ça peut être sur la gestion de crise. On peut avoir un vrai sujet en cas de vol de données personnelles. On peut avoir un vrai sujet qui peut toucher le droit numérique. Pourquoi pas envisager d'avoir besoin d'un avocat spécialisé sur le sujet. Donc, on a des composantes qui sont multiples. Des prestataires en support et évidemment des impacts avec un coût financier. C'est à titre d'illustration ou d'exemple, l'ensemble de votre surface web qui est indisponible. On n'a plus accès à vos sites. Vous êtes dans l'incapacité de sortir la quelconque facture ou le moindre bon de livraison. Votre gestion des stocks est juste impossible parce que vous avez une gestion des stocks en partie informatisée avec des lecteurs de code barre, mais sauf que plus rien ne fonctionne. Donc, vous ne suivez plus vos inventaires. Les plannings, de la même manière, sont cryptés ou ont été modifiés. Vous n'avez plus accès à ces informations. Vos fichiers fournisseurs et clients sont indisponibles ou corrompus. On voit très vite l'incidence de ce type de mésaventure dans les premières heures, les premiers jours et les semaines qui viennent. Voilà. Donc, il y aura effectivement un impact financier, des mesures à prendre. Et c'est là que l'assurance va intervenir sur son caractère indemnitaire, de prévoir, en fait, par rapport à l'ensemble des scénarios qui ont été décrits, et ce qu'a très bien illustré Olivier sur la partie vraiment pratique, l'assurance va essayer, cyber, va venir se calquer sur les postes de préjudice tels qu'ils sont constatés sur les signes cyber pour prévoir des indemnités en conséquence. Alors, pour faire très simple, je ne vous ferai pas un long exposé sur les garanties d'assurance. Retenez que l'assurance cyber est une assurance qui intervient sur l'ensemble des composantes du sinistre que je vous ai décrites, et on va en fait avoir 3 temps. Le premier temps, c'est le temps de gestion de la crise, et vous allez avoir besoin d'assistance. J'insiste sur l'assistance. Toutes les entreprises, y compris celles non assurées, on a eu le cas chez nous pour un de nos clients très importants qui était non assuré en cyber, qui nous appelle un samedi matin en nous disant, écoutez, j'ai besoin d'aide, on est victime d'un cryptage de nos serveurs, qu'est-ce qu'on fait? On appelle qui? On fait quoi? On les a aiguillés, on les a orientés vers des prestataires qui ont travaillé pendant 15 jours. Ça a effectivement coûté un peu d'argent, 400 000 € quand même, et le préjudice total est de 3 millions d'euros pour l'entreprise. Médiatiquement, l'entreprise a redémarré le lundi. L'attaque a lieu le vendredi, et le lundi, l'entreprise affirme avoir redémarré ses activités, ce qui est vrai. Mais néanmoins, derrière, c'est la partie invisible, il y a un vrai chantier informatique, des prestataires informatiques qui ont été à pied d'œuvre pendant plus de 2 mois, et il a fallu reconstruire, il a fallu vérifier, il a fallu sécuriser. Donc, le coût financier s'avère en fait extrêmement important, alors que pour un non-initié, quand on regarde ça de loin, l'attaque un vendredi après-midi et le lundi matin, vous reprenez dans la presse locale, vous apprenez que l'entreprise en question vient de redémarrer ses activités. Donc, l'assistance, ça fonctionne comme sur l'automobile. J'aime bien faire ce parallèle. Quand vous vous retrouvez sur la route des vacances, en panne sur l'autoroute, avec femme et enfants et les valises dans la voiture, ce que vous attendez de vous, c'est pas qu'ils vous envoient un chèque. Ça sert à rien. Vous attendez qu'ils soient réactifs, que la dépanneuse vienne très rapidement, qu'on vous trouve une chambre d'hôtel, un véhicule de remplacement, un billet de retour pour le train, enfin que tout soit mis en œuvre pour que l'ensemble des mesures qui vont venir en support puissent vous permettre au mieux de continuer votre voyage tranquillement, ou en tout cas de faire en sorte que cet incident soit le moins impactant possible. Un des intérêts majeurs de l'assurance cyber est celui-ci, et je ne vous cache pas que beaucoup d'entreprises, leur première motivation d'achat d'une assurance cyber, c'est pas d'imaginer la catastrophe, même si il y a souvent du déni là-dessus, mais voilà, c'est un constat. C'est de venir rechercher cette assistance potentielle dont ils ont conscience qu'ils en auront besoin au jour du sinistre. Parce que
Les entreprises aujourd'hui, si on est honnête, pensent être organisées, mais elles ne le sont pas nécessairement sur des incidents de ce type, en termes de plan de gestion de crise, en termes de plan de reprise d'activité, en termes de plan de continuité d'activité. Et voilà, donc ce sont des chantiers à mener, des chantiers souvent complexes. Donc le temps de la crise est un temps important, est un temps crucial. Pourquoi ? Puisque plus vite on sera aidé par des gens compétents, dont c'est le métier, dont c'est l'expertise, plus vite on redémarrera, et on redémarrera dans de meilleures conditions. Donc au final, on va diminuer l'impact en termes financiers, en termes d'atteinte à l'image, et plus vite on pourra repartir sereinement. Si on prend mal les choses au début, le sinistre peut prendre des ampleurs qui vont être nettement plus considérables. On voit souvent des entreprises pensant avoir la compétence, en interne, essayer de se débrouiller les premières heures, les premiers jours, et rapidement faire appel à des prestataires extérieurs. Chaque heure, chaque jour que l'on perd, c'est des coûts financiers en plus, et c'est des impacts qui, au final, sont plus importants. Ensuite, l'assurance va faire son travail classique, indemnitaire, mais avec une fonction indemnitaire plutôt bien pensée, c'est de prendre en charge l'ensemble des frais d'investigation et de reconstruction numérique. L'investigation numérique, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, c'est effectivement d'aller vérifier quel est le niveau de compromission des SI. Ça prend un peu de temps. Quand vous faites appel à une société telle que Allemande ou d'autres pour faire de l'investigation numérique et vérifier que tous les systèmes n'ont pas été compromis, reprendre l'intégralité des postes de travail, c'est beaucoup plus que 24 heures et qu'une semaine. Donc, voilà, vous aurez des consultants spécialisés. Ça créera, quoi qu'il en soit, des perturbations sur le niveau d'activité et ça générera évidemment des coûts. Donc, on va avoir des frais supplémentaires d'exploitation. On peut avoir des pertes d'exploitation dès lors que le chiffre d'affaires qui était attendu pendant cette période-là n'est pas réalisé. Donc, on retrouve des principes, assez classiques en matière d'assurance par rapport à ce qu'on peut avoir sur une police dommages aux biens. La particularité d'un sinistre cyber, c'est qu'il est dommage, mais qu'il peut également être en RC. On peut très bien envisager des réclamations de la part de vos clients si vous êtes dans l'incapacité de les livrer ou si vous ne savez plus effectivement quelles commandes ont été passées. Si quelques clients s'avéraient être mécontents, ils peuvent réclamer à votre encontre. On a d'autres scénarios qu'il ne faut pas négliger. Vous pouvez être interconnecté avec les constructeurs au niveau SI. Si demain, vous serviez de passerelle pour tout simplement relayer une pièce jointe malveillante chez un de vos partenaires, constructeurs ou autres, et qu'il s'avère qu'on saurait identifier que, la pièce jointe ou le malware passe par votre intermédiaire, imaginez que l'entreprise qui aurait à subir les désagréments d'un incident cyber irait identifier quelle est l'origine de l'attaque et la source, vous identifierez, et on peut très bien imaginer que ce partenaire, ce tiers, vienne également porter réclamation parce que vous êtes à l'origine d'une transmission d'un logiciel malveillant. Donc on a tous les cas de figure. Donc en fait, l'assurance cyber est assez à la fois innovante et complète, puisqu'elle intègre toutes ces composantes d'assistance, de support, de conseil. Le principe indemnitaire tel que ça figure sur le temps 2, on est sur du court terme, et puis le temps 3 sur une gestion plutôt long terme. Alors, bien s'assurer en cyber, ça passe par plusieurs étapes. D'une part, d'apprécier le niveau de son risque. C'est important en fonction de l'appréciation que l'on aura de son niveau de vulnérabilité ou de son niveau de maturité cyber, cela permet éventuellement de qualifier quel est le niveau de garantie nécessaire. Est-ce que j'ai besoin de m'assurer pour quelques centaines de milliers d'euros? Est-ce que j'ai besoin de m'assurer pour beaucoup plus? Donc, avoir une certaine conscience de son niveau de maturité cyber. Donc, ça peut passer par un audit par un prestataire qualifié. Olivier évoquait tout à l'heure le security rating. C'est une vision, ça donne une colorisation effectivement de la maturité cyber de l'entreprise. Alors, au-delà d'une simple notation, ça a aussi l'avantage d'indiquer quelles sont éventuellement les vulnérabilités critiques, les failles critiques identifiées sur les domaines clés de l'entreprise et de son système d'information. Et il faut aussi savoir que comme les assureurs ont besoin d'évaluer ce risque et que les évaluations, quoi qu'on en dise, sont souvent complexes et peuvent être longues et coûteuses, les assureurs vont au plus simple et vont passer par un security rating. C'est-à-dire que si la note
est bonne, vous êtes admissible à l'assurance. Et si la note est mauvaise, alors qu'on pourrait discuter de cette note, si la note est mauvaise, l'assureur pourra, refuser de faire une proposition d'assurance, ou si la note est intermédiaire, considérer que la prime de risque sera un peu plus élevée. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui quelque chose d'assez nouveau, la notation cyber, mais voilà, que l'on voit apparaître chez le marché de l'assurance, auprès des investisseurs. Entre guillemets, entre faire un security rating et un audit, un security rating, on est sur quelques milliers d'euros. On a les résultats dans la semaine. C'est pas cher et efficace. Donc, sincèrement, ne pas s'en priver. Donc, l'assurance n'est pas là pour remédier aux problèmes de sécurité informatique. Donc, évidemment, d'adopter les bonnes mesures en matière de sécurité informatique. Olivier en a rappelé quelques-unes. À minima, avoir une politique de sauvegarde. C'est aussi un sujet de gouvernance avec la sensibilisation des collaborateurs. Dans la mesure du possible, avoir préparé ou pensé un plan de reprise d'activité. Donc, voilà, l'objectif est de se dire, on va essayer de se prémunir au maximum pour que si demain, ce sinistre que je ne vous souhaite pas survient, on soit en capacité d'être réactif, d'être préparé et de redémarrer dans les meilleures conditions. Une fois que je vous ai dit ça, le risque zéro n'existe pas et il existe encore moins en matière de cybersécurité. Autant lorsque vous avez mis des extincteurs dans chaque pièce, voire une installation sprinkler, vous êtes globalement prémuni du risque incendie, allez, à 90%. On aura un début d'incendie si toutes les mesures de sécurité incendie sont là, l'incendie sera vite circonscrit, éteint, et on passera très vite à autre chose. Malheureusement, en matière de cyber, c'est un risque qui est extrêmement évolutif. La menace évolue, les moyens évoluent, les technologies évoluent. Je mets ma main au feu que votre système d'information dans 5 ans n'est pas celui que vous avez aujourd'hui. Et que le système informatique que vous déploierez, la digitalisation qui a été rappelée en préambule, amène, au quotidien, des évolutions informatiques. Et chaque évolution informatique s'accompagne malheureusement de nouvelles vulnérabilités et donc de nouveaux risques et donc d'une évolution de la menace. Donc voilà, donc c'est vraiment un sujet perpétuel. Le transfert à l'assurance, apparaît comme quelque chose de logique. Personne n'imagine prendre son véhicule sans avoir une assurance automobile, une petite carte verte, au moins pour être assuré en responsabilité civile. Au-delà du fait que l'assurance auto est obligatoire, indépendamment de ceci, quand on voit ce que peut coûter un sinistre auto. Voilà, je mets ma main au feu là encore que dans 5 ans ou 10 ans, l'assurance cyber fera partie du package, comme l'assurance dommages aux biens et l'assurance RC. Alors, être bien conseillé, vous me direz, c'est une évidence, d'autant plus que c'est un marché de l'assurance qui est jeune, et qu'en matière d'assurance cyber, entre, les différentes enseignes, tous plus prestigieuses les unes que les autres, du AXA, du Allianz, du Mutuel du Mans et encore bien d'autres, le sujet est nouveau, ce qui veut dire que en matière de maturité, on n'y est pas encore. Donc, la définition des garanties, la nature des exclusions, les définitions, voilà, sont des sujets où il y a énormément de différences d'une police à l'autre. Donc, le conseil est important parce que il faut être en capacité d'apprécier ces différences, d'apprécier la portée de ces garanties, donc d'être bien conseillé. Un système d'information aujourd'hui, c'est bien plus que votre propre matériel informatique situé dans vos locaux. Voilà, ça semble être une évidence, mais votre système d'information aujourd'hui, il est en partie déporté chez des prestataires en infogérance. Si vous avez du cloud, le cloud va faire partie de vos systèmes d'information. C'est des questions qu'on nous pose fréquemment. La seule réponse correcte d'un point de vue assurance, c'est de s'assurer que la définition du système d'information sera bien faite. Donc, être bien conseillé, c'est aussi s'assurer que les garanties qu'on a souscrites correspondent à votre risque. On était, à titre d'information, chez un de nos clients la semaine dernière. Il s'avère que s'il a un sinistre cyber majeur, son sujet, c'est pas les pertes d'exploitation. Et pourtant, c'est une entreprise qui fabrique. Mais son modèle économique nous a amené à échanger avec la direction financière et à constater que son sujet en matière de garantie, c'était pas les pertes d'exploitation. Voilà. Alors que si vous prenez n'importe quel contrat standard sur une étagère, la première limite de garantie et la plus importante sera sur les pertes d'exploitation. Donc, si ce client avait pris un contrat sur étagère, il aurait acheté quelque chose qui ne lui correspond pas. Donc voilà, donc sur cette matière plus qu'une autre, le conseil est important. Donc voilà pour ma partie. Si vous avez des questions, respectivement, soit pour Olivier ou pour moi-même. Alors je vois deux questions. Donc une question d'Alexandre Baligan
Concernant, donc je reprends la question. Donc il travaille chez un MSSP, donc c'est une société qui fait du managed services. Donc ils étudient la mise en place d'un SOC as a service pour leurs clients. Est-ce qu'une assurance cyber doit être prise, et si oui, par les clients ou par nous-mêmes? Alors l'assurance, il faut la prendre à la fois côté client et à la fois côté MSP. Aujourd'hui, vous êtes proposer des services d'infogérance à vos clients. Un incident de sécurité, même si c'est par le biais d'un de vos clients, peut vous toucher directement et donc peut engager votre responsabilité. Donc il est important que vous-même et bien évidemment les clients puissent souscrire une assurance cyber. Donc c'est pas parce qu'on met en place un SOC que en gros ça vous exempte de la souscription d'une assurance cyber. Au contraire, vu votre métier, si on fait l'analogie avec le RGPD, du fait que en gros un client peut externaliser chez vous un certain nombre de services, vous êtes responsable de la sécurité. Donc en cas de compromission, c'est vous qui allez devoir justifier le fait que vous avez mis en place toutes les mesures de protection, tout au moins sur tout ce qui est mutualisé pour garantir la sécurité des données qui vous sont confiées par vos clients ou qui sont hébergées sur votre système d'information. Donc la réponse est oui, côté client et côté société de service. Donc autre question, et en dehors de cette question, quelles sont les étapes pour avoir une assurance cyber opérationnelle? Donc ça, je vais te laisser peut-être répondre. Oui, pour avoir une assurance cyber opérationnelle, déjà répondre aux prérequis que l'assureur va exiger pour être admissible à l'assurance. Bon, à minima, mais j'allais dire avoir une politique de gestion des mots de passe. C'est vraiment des choses assez basiques, assez binaires, des pare-feux en matière d'informatique, mais ça c'est une évidence. Une politique d'application des patchs de sécurité, l'assureur posera la question. Il pourra s'inquiéter si vous tournez encore sur Windows 7. Si vous êtes sur les Windows 10 et autres, voilà, de s'assurer que lorsqu'il y a des mises à jour qui sont publiées, qu'elles sont effectivement bien appliquées, éventuellement dans des univers de recettes. L'assureur s'intéressera à vos politiques de sauvegarde. Alors voilà, il y a en termes de politique de sauvegarde, c'est la profondeur des politiques de sauvegarde. Avoir une sauvegarde, c'est bien, mais une politique de sauvegarde aujourd'hui pertinente, quand on sait que lorsqu'il y a une compromission DSI, on s'aperçoit que les sauvegardes sont elles-mêmes compromises et que souvent les hackers en fait se promènent dans les systèmes d'information depuis des semaines. Voilà, donc il faut généralement, en termes de sauvegarde, la recommandation ultime, c'est d'avoir des sauvegardes externes et d'avoir des sauvegardes à la fois, j'allais dire, quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Et être en capacité de récupérer à la limite le plus loin possible. Parce que si vous avez des sauvegardes, uniquement une sauvegarde hebdomadaire, mais que cette sauvegarde s'avère être elle-même compromise, je vous laisse imaginer la situation délicate où vous vous trouvez. Donc voilà, il y a des questions sur les politiques de sauvegarde. En fait, les règles, j'allais dire, d'hygiène de base, régulièrement rappelées par l'ANSSI ou par d'autres, ce seront les prérequis minimums que demandera l'assureur pour pouvoir être en capacité, de vous faire une proposition et d'établir un contrat. Et si je peux compléter ce que tu dis, Christophe, tu évoquais tout à l'heure le security rating ou des outils comparables au security rating qui regardent la posture cyber d'une entreprise surtout sur Internet, donc surtout le pan public. Donc du coup, on va regarder en fonction de la surface d'attaque, c'est-à-dire du nombre de noms de domaine, d'URL, de services web ou d'adresses techniques qui vous appartiennent et qui vous exposent sur Internet, si vous gérez correctement donc les vulnérabilités, comme l'évoquait Christophe, mais aussi la messagerie. Donc, est-ce que vous avez mis en œuvre tout ce qui permet de lutter contre l'usurpation d'identité? C'est quelque chose d'essentiel et ça se contrôle et ça se vérifie assez simplement et sans forcément faire des tests qui peuvent être intrusifs. Pareil, votre surface d'attaque, est-ce que vous exposez des services à risque? Donc, est-ce que vous mettez en place des services sur lesquels vous intégrez pas les bonnes pratiques de sécurité? Donc, de plus en plus, les assureurs, mais aussi un certain nombre d'organisations, au-delà des questionnaires et de vous demander via des questions sans forcément collecter des éléments de preuve, si vous avez mis en place fait du patch management, oui, si vous répondez oui, qu'il utilise ce type d'outil et que en gros ça sera en rouge parce que il y a plein de vulnérabilités ou
vulnérabilité de sécurité qui apparaissent, ça veut dire que soit, in fine, en gros, vous le faites pas et la réponse que vous avez apportée à la question, elle n'est pas forcément efficiente ou totalement vraie. Donc, faut imaginer, il faut penser que maintenant, de plus en plus, au-delà des questionnaires que peut vous envoyer l'assureur, il peut se doter d'outils sur lesquels il va faire des contrôles sur, en gros, toute la partie externe toute l'empreinte externe de votre entreprise. Donc, il faut faire super attention. Et du coup, même par le biais de cet outil, on peut embarquer des questionnaires et on peut demander, au-delà des questions qui peuvent être oui ou non, d'apporter des éléments de preuve. Donc, les assureurs, mais aussi d'autres organisations, vont demander de plus en plus de justifier. Ils vont plus se contenter de réponse à une question sans forcément opérer de contrôle. Donc ça va au-delà de la politique de sauvegarde, ça va au-delà du patch management, ça va aussi, ça touche à la formation, à la sensibilisation des utilisateurs. Donc l'assureur, en fonction, en gros, de ses pratiques, va de plus en plus vous demander de justifier et pour contrebalancer les informations que vous allez pouvoir lui communiquer, il va lui-même opérer des contrôles. Exactement. Après, juste pour terminer, la posture de BC sur le risque cyber, on est dans une posture de conseil. On se définit toujours comme un conseil en assurance. Cette posture de conseil, pour nous, elle passe par l'identification de vos risques, et pas simplement toujours de reprendre l'exemple du voisin, la prévention de vos risques. Il faut mieux, j'allais dire, améliorer son niveau de maturité cyber et sa sécurité informatique, et ensuite de sécuriser. On sécurise quand on prend en compte les actions de prévention, et on sécurise par le transfert à l'assurance. Donc l'assurance, j'allais dire, ne vient qu'à la fin. Donc c'est ce qu'il nous vaut effectivement d'avoir, j'allais dire, une collaboration et des échanges réguliers avec Almonde. Chacun son métier, chacun son domaine de compétences. On comprend nous effectivement les enjeux et le sujet. On se fait le relais ensuite auprès des compagnies d'assurance pour effectivement valoriser les actions qui ont été menées, valoriser l'identification du risque de manière positive telle qu'elle a pu être faite, et donc optimiser le transfert. Mais on est vraiment sur l'ensemble de la chaîne, dans une posture de conseil, identification, prévention, accompagnement, et je dirais que l'assurance, une fois, ne vient qu'à la fin, en se disant, voilà, pourvu que ça ne survienne pas, mais on a travaillé sur tous les aspects qui étaient essentiels pour que ce soit le moins impactant possible. Ok, merci Christophe. A priori, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure. On remercie tout le monde de nous avoir écoutés, en espérant qu'on n'a pas été trop anxiogène et qu'on vous a pas fait trop peur. Mais comme l'évoquait Christophe, ça n'est juste que malheureusement que la réalité et des retours terrain. Donc tout ce qui a été présenté, tout au moins que j'ai présenté, il y a rien qui est malheureusement de la fiction. Et ça n'est que de la réalité et du vécu. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, la meilleure défense, c'est la défense. Donc, préparez-vous, assurez-vous. Je pense que c'est hyper important et du coup, ça devrait pas trop mal se passer. Très bien. Merci à tous et tout est à votre disposition par la suite. N'hésitez pas. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.